Bien, écoutez, il est 16h02. Je vous propose de commencer pour ça fera venir les personnes qui n'ont pas encore pu nous rejoindre. Et puis, comme ça, on évite de perdre trop de temps en vous remerciant de votre disponibilité et de votre intérêt pour ce sujet. Le but étant donc de parler aujourd'hui de valorisation du peuplier dans la construction et dans le bâtiment en général. Euh, voilà, ça, c'est un sujet que nous souhaitions aborder donc, euh, avec deux partenaires. Donc, pour ma part, je représente Fibois Grand Est, donc l'interprofession de la filière forêt-bois en région Grand Est. Je suis pour ma part donc Thibaut Surini, chargé de mission prescription bois, donc en charge de la valorisation du bois dans la construction. J'y reviendrai très rapidement après sur notre rôle et je voulais remercier nos partenaires, donc Fibois Hauts-de-France, à qui je vais aussi laisser la parole rapidement tout à l'heure, et le Conseil régional de l'Ordre des architectes du Grand Est, voilà, avec qui nous co-organisons cet événement. Alors, très rapidement, donc nous aurons le plaisir d'entendre quatre interventions successives aujourd'hui. Je les remercie par avance. Donc, Monsieur Emmanuel Naudin, du Conseil national du peuplier, qui va nous présenter et nous faire un petit état des lieux de la ressource de cette essence peuplier, notamment au niveau régional. Et voilà, je le laisserai aborder ces sujets en lien avec les peupleraies et la production de bois. Puis notre collègue Thomas Baudot, de Fibo Hauts-de-France, qui vous parlera d'un outil à la fois de la plateforme Bois Hauts-de-France, hein, qui a été mise en place pour connaître aussi la disponibilité de ces bois utilisables derrière, hein, dans le bâtiment, et qui nous parlera aussi en Hauts-de-France de toute la démarche de classification des bois, donc par un classement machine qui permet de caractériser mécaniquement cette essence. Puis ensuite, nous aurons deux architectes qui prendront la parole. Donc, Monsieur Jérôme Plubinage, donc, du bureau Phase B, qui nous parlera donc d'un projet où le bois de peuplier a notamment été mis en œuvre en structure, aménagement. Et puis, Monsieur Sébastien Ramirez, donc de l'agence Lily et Rami, euh, donc pour le volet aménagement aussi intérieur avec des panneaux de peuplier. Voilà, donc merci à eux. Et puis, bien sûr, pour chaque intervention, vous aurez possibilité de poser vos questions. Alors, donc vous avez notamment un petit pictogramme en haut de l'application qui s'appelle Q et R. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. Et c'est mon collègue Hugues Michaud, que je remercie aussi pour l'organisation, qui interviendra donc pour animer cette phase de questions-réponses. Très rapidement, qui sommes-nous? Donc, Fibois Grand Est, donc on est une association interprofessionnelle. Donc, on est là pour représenter l'ensemble des professionnels de la filière forêt-bois en Grand Est. Donc, ces professionnels vont des pépiniéristes jusqu'au bois énergie, en passant par tous les acteurs de la forêt, sylviculteurs, entrepreneurs de travaux forestiers, puis les transporteurs et les acteurs de la transformation, donc les scieurs, les papetiers, producteurs de panneaux, et aussi donc pour la seconde transformation, charpentiers, menuisiers notamment. Donc tous ces professionnels sont réunis donc au sein de notre association en différents collèges, et donc ça nous permet de traiter ce qui nous semble prioritaire au niveau de la filière régionale, en toute neutralité, dans un intérêt collectif. Voilà, donc nous sommes une association d'environ 18 salariés, donc plus des apprentis, des stagiaires. Donc on est globalement une vingtaine de TP, hein, sur trois sites, donc Strasbourg, Nancy et Châlons-en-Champagne, pour être au plus proche donc de vous, acteurs du terrain. Voilà, et donc on est notamment donc soutenu par l'État, l'ADEME, la région, pour mettre en œuvre donc ces différentes missions et proposer des événements de ce type pour sensibiliser au potentiel de la filière forêt-bois pour vos projets. Et donc c'est vrai que ce cycle de conférences qu'on a voulu, donc un premier webinaire a eu lieu le 16 mai sur la valorisation des bois feuillus. Et donc là, on pourra vous transmettre le replay de cette vidéo si cela vous intéresse. Aujourd'hui, donc le 22 juin, donc là, on va parler plus spécifiquement du peuplier. Et puis au second semestre, on vous donne déjà rendez-vous. Alors la date n'est pas encore fixée, mais on souhaite vous proposer une journée sur le terrain avec une visite de peupleraie, une entreprise de transformation et d'un chantier. Donc voilà, 3 visites complémentaires pour mieux appréhender tout cet aspect de valorisation du peuplier.
Voilà, je laisse Hugues me compléter, notamment sur les actions en lien avec le peuplier. Oui, merci Thibault. Oui, c'était juste pour compléter très rapidement, pour dire qu'on travaille depuis 2018 sur ce sujet peuplier, sur la redynamisation de la filière peuplier en Grand Est, soutenue à la fois par la région et par l'État. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé sur la partie amont avec des aides aux popliculteurs pour replanter. Beaucoup travaillé sur l'expérimentation de nouveaux cultivars de peupliers, sur la communication, mais on travaillait assez peu sur la partie aval de la filière. Et donc, voilà, on est content de pouvoir travailler sur cette partie aval en collaboration avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes. Puis on espère qu'il y aura d'autres partenariats par la suite. Voilà. Merci. Merci Hugues. Thomas, souhaites-tu dire un mot au nom de Fibois Hauts-de-France? Ouais, oui, juste comme bonjour à tous, Thomas Baudot de Fibois de France. Thibault vous a bien expliqué un peu le réseau des Fibois en région. Juste, nous, on participe à ce webinaire qui était à l'initiative de Fibois Grand Est. On est très content d'être présent, simplement parce que la région Hauts-de-France, depuis maintenant, enfin, pour des raisons que vous découvrirez pendant la présentation, depuis maintenant un peu plus de 15 ans, on construit en peuplier. Voilà. Donc ça, je vous l'expliquerai. C'est pour ça que voilà, ce sujet nous intéresse tout particulièrement. Merci Thomas. Je vous invite à écouter notre premier intervenant, donc Monsieur Naudin. Je vous passe la parole pour environ 15 minutes, comme on s'était dit, pour nous parler un petit peu de la ressource en peuplier. Voilà, je vous laisse partager votre écran et puis, si vous le souhaitez, et puis prendre la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Juste un petit instant, le temps de partager. Donc, je suis Emmanuel Naudin et je travaille pour le Conseil national du peuplier depuis 10 ans maintenant. Je travaille aussi avec le syndicat de l'emballage léger en bois, plutôt sur des aspects recyclage, et avec la chambre du peuplier. Le Conseil national du peuplier, c'est une association loi 1901 structurée en interprofession et qui représente le peuplier à l'échelle française, tout en impulsant un certain nombre d'actions qui sont définies par les acteurs de la filière eux-mêmes. Voilà, donc la diapo suivante. Je vais vous présenter rapidement les caractéristiques de la peuplerie française en tant que ressource, mais aussi en tant que bois. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le peuplier est relativement méconnu parce qu'il apparaît comme une petite surface. Par contre, c'est une très grande récolte. On est à peine 2% des surfaces feuillues françaises, donc encore moins par rapport à la surface forestière totale. Par contre, 28% de la récolte feuillue. Voilà, le peuplier est la seconde essence feuillue récoltée juste après le chêne. Voilà, donc ça c'est quand même un point important. Ça représente 1,4 million de mètres cubes à peu près. On oscille entre 1,3 et 1,5 avec une augmentation. Petite surface, grande récolte, ça veut dire aussi une forte productivité puisque le peuplier se récolte en moyenne à 18 ans. Avec des extrêmes assez larges, puisque dans les endroits un petit peu plus frais, un peu moins poussants, on sera peut-être à 22 voire 25 ans, alors que dans certains secteurs de la Garonne, de la vallée de la Garonne, on récolte des beaux et gros peupliers en à peine 14 ans. Voilà, et donc c'est de ce fait aussi l'essence qui capte le plus de gaz carbonique. On est à 14 tonnes par hectare et par an. Et tout ça fait qu'on est premier producteur européen de peuplier et on est exportateur. Voilà, donc avec le peuplier, on est vraiment sur une ressource locale
et qui est rapidement renouvelée, donc moyenne 18 ans. Voilà, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, avec un petit focus sur le Grand Est qui représente, alors la région Grand Est, au niveau peuplier, c'est à peu près 10 à 15% de la surface nationale, environ 25 000 hectares, et le quart nord-est, de manière plus générale, c'est quand même un des grands bassins populicoles français. On va voir maintenant en termes d'évolution des surfaces. On a une diminution depuis une grosse vingtaine d'années des surfaces. On a atteint à l'époque, un petit peu dans les années 95-2000, on a atteint 240 000 hectares. Et donc, contrairement aux idées reçues, les surfaces de peuplier diminuent depuis cette époque-là. Comme je disais il y a quelques minutes, on est à 194 000 hectares aujourd'hui. Donc on a un manque de renouvellement qui est lié à des surfaces qui sont libérées à juste titre. Il y a une époque où on a boisé de manière peut-être un petit peu trop active, notamment certaines anciennes terres agricoles. Et puis il y a certaines causes structurelles également. Voilà. Par contre, donc j'ai mis un gros mais. On a une dynamique de renouvellement qui est à nouveau en hausse. Vous avez sur le graphe en bas à gauche, vous voyez que le taux de renouvellement est en augmentation depuis maintenant plusieurs années, donc ça c'est vraiment très bonne nouvelle pour l'avenir. Et puis le plus petit graphique en bas à droite, c'est pour le quart nord-est. Et là, on voit que le taux de renouvellement est très bon, il est repassé au-dessus de 100%. Donc, on est en train de reconstituer progressivement des surfaces populicoles qui avaient été précédemment perdues. Et puis, pour terminer là-dessus, le petit schéma, l'histogramme vert, ce sont les surfaces plantées en peuplier, enfin un nombre de plants pour être précis, et vous voyez que c'est en augmentation depuis un moment. Merci. Voilà, donc ça, c'est en termes on va dire, de surface et de volume, à la fois existant et en termes de prospective. Et puis, là, on a également, quand on a des peupleraies, il faut s'en occuper, il faut les récolter. Et là, vous avez une carte qui n'est pas exhaustive, mais où vous pouvez observer quand même pas mal de points qui représentent un tissu d'exploitants et d'industriels. Voilà. Et tout ça est en renforcement extrêmement récent avec 2 sites de déroulage qui se sont implantés dans la région ces dernières années. Pour terminer, je crois, sur la récolte. Alors, je viens de parler de déroulage. On a 2 grandes qualités, ou on va dire trois grands usages correspondant à des qualités un petit peu différentes. Le déroulage pour le contreplaqué, qui nécessite des bois très bien élagués sur de grandes longueurs, minimum 3,50 m. Et puis le déroulage, donc c'est comme un gros taille-crayon, hein, on sort des feuilles des grumes de peuplier, un déroulage pour les emballages légers en bois, c'est-à-dire cagettes, les barquettes, les petits paniers, les petits paniers cuisson, etc., les boîtes à fromage, les caisses à fromage, les bourriches. Et enfin, le troisième utilisation pour les bois plutôt qui sont moins aptes au déroulage, c'est le sciage. Et c'est ça qui va nous concerner essentiellement pour la construction. Alors, on va dire contreplaqué beaucoup pour l'aménagement intérieur et sciage pour les aspects pour les aspects structurels. Merci. Voilà, alors on a une ressource, comme je le disais, on a une ressource qui est importante, une redynamisation qui fonctionne bien. On observe des tensions sur le marché des qualités déroulage, avec une baisse de surface, c'est normal. Par contre, et vous regardez
sur les histogrammes, les barres qui sont en rouge, c'est une stabilité dans les années à venir pour le potentiel de qualité sciage. Voilà, donc on a des mouvements en termes de ressources qui sont conséquents, mais par rapport au bois utilisable pour la construction, et notamment en structure, on a vraiment, je dirais, c'est le secteur qui sera le moins impacté par les tensions de marché. Voilà. Pour terminer, ou quasiment, on va faire je vais passer très vite sur ces diapositives, simplement pour vous présenter des ressources qui sont existantes. Alors, la première, ce sont les deux référentiels qualité du bois pour les cultivars de peupliers. L'un qui est paru en 2009 hein, sur 10 cultivars, l'autre QBP2 en 2013 pour 14 cultivars. Et chaque cultivar a des fiches qui présentent les caractéristiques mécaniques du bois. Là, je vous ai montré un petit focus sur le bois avec le sciage. Donc là, vous avez tout un tas d'informations techniques qui peuvent vous être utiles. On passe à la diapo suivante. Alors, les collègues de Fibois, anciennement Futurobois et maintenant Fibois Nouvelle-Aquitaine, ont sorti récemment un technoguide du peuplier. Et ça, c'est une ressource vraiment très intéressante parce qu'elle fait le tour de toutes ces utilisations pour la construction et l'aménagement intérieur, avec aussi bien des données techniques que des références d'ouvrages dont certains vous seront présentés peut-être tout à l'heure, des références d'ouvrages avec différentes techniques de construction en fonction des matériaux peupliers. La suivante. Voilà, je vous les présente par ordre de publication. On a également à disposition un rapport d'étude sur le classement des sciages peupliers, avec deux parties. Donc ce rapport de synthèse-là, hein, c'est 2019. Le classement des sciages avec homologation de machines de classement. Et là, on dispose maintenant, et pour la première fois, des réglages qui permettent d'utiliser des machines de classement avec les... excusez-moi, j'ai mal exprimé ça. On a des machines de classement de sciage et on les a fait homologuer à partir d'études lourdes pour plusieurs machines, donc classement CE au niveau européen. Et avec ça, également la manière de les régler pour avoir des lots qui sont homogènes et garantis. Voilà, donc ça c'est plutôt, je dirais, c'est amont, mais je crois que c'est important de savoir que ça existe, parce que ça peut on a ce qu'il faut pour développer maintenant et fournir des bois conformes à la réglementation pour tout ce qui est construction. La suivante. Voilà, donc deuxième volet de cette étude. Là, il s'agit de travailler sur des produits reconstitués pour, d'une part, identifier les débouchés potentiels au niveau de la construction et d'autre part, d'identifier les classes de résistance les plus adaptées à ces débouchés. Et enfin, les tests qui ont été réalisés sur différents types de produits reconstitués. Voilà, comme ça, on a vraiment les références utiles. La suivante. On arrive à la fin de cette présentation. Et puis, tout récemment, il y a une étudiante de l'école d'architecture de Paris-la-Villette
qui a travaillé sur des dalles clouées pour la construction. Voilà, donc toutes ces ressources que j'ai survolées très vite sont disponibles sur le site peuplierdefrance.org dans la médiathèque qui contient un volet bibliothèque et un volet bibliothèque technique. Donc, vous trouverez tout ça dedans. Et puis la dernière diapo. Voilà, en résumé, on a bien la ressource, elle est là. On est bien sur un bois local et il n'y a pas de peuplier qui vient d'ailleurs. Hein. C'est nous qui sommes exportateurs de bois. On est aussi avec des industries locales et le tout avec, en gestion durable et avec une ressource renouvelable. On dispose bien des qualités de bois sciage et normalement, il ne devrait pas y avoir de concurrence avec la qualité déroulage. On a les deux qualités de bois, on a les deux potentiels. Il s'agit simplement d'aiguiller les bonnes qualités de bois sur les bons industriels. On a des outils techniques qui sont prêts, donc je vous ai parlé des ressources, on a la connaissance des différents bois, on a des machines qui peuvent être homologuées, et on vous en parlera plus tard. Et puis, on dispose d'exemples de construction un peu partout en France, et notamment dans les Hauts-de-France, qui sont, vous l'avez compris, très avancés dans ce domaine grâce à de nombreuses initiatives vraiment très bien faites et très intéressantes. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la main aux intervenants suivants, à moins qu'il y ait quelques questions, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Monsieur Naudin. Voilà. Hugues, J'ai parlé, j'espère ne pas avoir parlé trop vite. Non, mais le timing est respecté. C'est parfait. Hugues, ouais, tu repérais des questions à poser à Monsieur Naudin? Alors, de mon côté, pas de questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à les publier dans la partie Q et R. Voilà, pour l'instant, pas de questions. T'es parfaitement clair, donc merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas à poser les questions. Moi, dans l'intervalle, je vous propose peut-être d'enchaîner avec Thomas Baudot, le deuxième intervenant. Comme ça, même si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les poser et puis on reviendra dessus par après. Merci encore, Monsieur Naudin. On vous tient au courant s'il y a des questions. Et Thomas, je te passe tout de suite la parole alors, pour pareil, un petit quart d'heure. Merci. C'est bon pour le... Ouais, c'est parfait pour le partage. Impeccable. Bah, écoutez, merci d'être présent. Et puis alors moi, je vais vous parler plus de l'utilisation du peuplier en structure. Alors c'est en lien avec ce que vous a expliqué Emmanuel auparavant, hein, tout ce qui est caractérisation, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'utilisation du peuplier en structure. Alors, je pense que ça, vous êtes au courant, mais aujourd'hui, la construction bois s'appuie majoritairement sur l'utilisation du résineux et très majoritairement l'épicéa. Alors, il y a des raisons techniques pour ça, qui sont la facilité de transformation. On va voir que c'est ce qui vraiment différencie l'épicéa du feuillu et notamment du peuplier. Le résineux, il a une capacité à se transformer extrêmement facilement. Mais là, ce qu'on voit sur cette photo-là, ça, on est sur une unité de production qui s'appelle Builder Rolls. Et aujourd'hui, la construction bois, elle ne travaille quasiment que sur une seule essence. Alors, il y a du Douglas, il y a un peu de sapin, des choses comme ça, mais très majoritairement, c'est de l'épicéa. Et ces unités de production, ici, on est sur un site qui mobilise peut-être 1 million de mètres cubes par an. Et donc, on est sur des bois qui sont tous du même diamètre, tous de la même classe d'âge, tous de la même essence. Et si on développe la construction bois de manière très développée, on se rend compte que voilà, cette ressource-là va venir à manquer. Nous, on travaille sur les circuits courts. Et cette unité de transformation-là, Builder Rolls, s'approvisionne aujourd'hui à des centaines, voire des milliers de kilomètres pour avoir de l'épicéa dans les calibres qu'elle souhaite. Donc, l'idée d'utiliser d'autres essences, elle commence à faire chemin justement pour ne pas toujours mobiliser le même type d'arbre, les mêmes classes d'âge dans la construction et pour pouvoir aussi travailler sur une forêt qui soit plus diverse. Alors, nous, dans les Hauts-de-France, quand on veut travailler sur du circuit court et utiliser du bois, notre ressource locale, pour
pour la construction, mais on n'a pas trop le choix d'utiliser autre chose que du feuillu. On est sur une forêt qui est au moins à 92% constituée de feuillus. Voilà. Alors, et on est une région qui est très populicole. Populicole, c'est-à-dire qui produit beaucoup de peupliers. Donc, la région de France, quand elle a décidé d'utiliser des bois d'essence régionale pour construire, elle s'est assez rapidement tournée vers le peuplier pour plusieurs raisons. Donc, le peuplier, c'est une essence qui est historiquement très présente en région de France. C'est la première raison. Donc, on a des entreprises de première transformation, les scieries, qui sont elles-mêmes spécialisées dans cette essence-là. Voilà. Emmanuel en parlait tout à l'heure, mais nous, on en fait aussi beaucoup pour la palette. Hein. Quand on parle de sillage, il y a des sillages qui vont en structure, mais aussi beaucoup de palettes qui sont faites en peuplier et d'emballage. Et un point qui est très important, c'est que la réglementation existante, on n'a pas été obligé de changer le monde pour utiliser le peuplier en structure, elle permet l'utilisation du peuplier en bois de structure au même titre que le résineux. Voilà. Ça, j'y reviendrai. Et donc, nous, on ne veut pas travailler que exclusivement sur le peuplier, mais aujourd'hui, c'est la première essence qu'on a mis en avant parce que c'est la plus présente, ce qui n'exclut pas l'utilisation d'autres essences, par exemple le chêne, le châtaignier. Voilà. Alors, si on ne construit pas en feuillu, ou si c'est, ou très peu, ou si c'est une essence qui est assez peu utilisée en construction, c'est que produire des produits de construction en feuillu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que de le faire en épicéa ou en résineux en général. L'épicéa, c'est vraiment l'essence qui est la plus facile à travailler. Entre le moment où on coupe un épicéa, pour vous donner une petite idée, hein, et le moment où on l'envoie en planche classées mécaniquement, donc des planches pour construire, hein, des planches qui sont classées mécaniquement structurelles, il peut se passer une quinzaine de jours. Voilà. Quand on est sur du peuplier, on est sur 6 mois, 7 mois, 8 mois, voilà. Parce que on est sur des temps de séchage qui sont extrêmement différents. Voilà. Et c'est sur des produits, alors on va pas trop rentrer dans la technique parce qu'on n'a qu'un quart d'heure, mais qui se transforment pas du tout de la même manière au niveau de la première transformation, au niveau du sillage. Donc beaucoup plus long à transformer. Voilà. Et deuxième complexité quand on veut l'utiliser en structure, alors Emmanuel vous a parlé de la ressource, et la ressource peuplier, elle est très diverse, très diverse. Elle est constituée, alors on ne parle pas d'essence pour le peuplier, on parle de cultivars, mais de centaines de cultivars, voilà, du Coster, du I4551, du Tricobel, Tucano, Diva, Polargo, I214. Voilà. On vous a dit que c'était un bois qui était extrêmement utilisé dans l'industrie, donc pour le déroulage et pour faire les contreplaqués. Aujourd'hui, tous les contreplaqués que vous trouvez dans la grande distribution quasiment sont en peuplier. Beaucoup d'emballage alimentaire. Il y avait aussi la pâte à papier. Donc, des gros industriels se sont intéressés à cette essence-là. Elle est facile à cloner. Donc, il y a eu énormément de cultivars qui ont été créés. Et la complexité, c'est de trouver les bons pour pouvoir construire avec. Alors, l'autre particularité du peuplier, pour le classer mécaniquement, alors quand on va chercher du bois dans la forêt et qu'on en fait de la palette, le classement mécanique, il est assez peu important. Quand on va chercher du bois dans la forêt pour faire des bâtiments, des constructions, on a besoin de le caractériser mécaniquement, c'est-à-dire lui attribuer une classe de résistance et après pour pouvoir le calculer ses sections pour aller sur le chantier. Et donc je disais que la réglementation permet de faire la même chose avec l'épicéa qu'avec le résineux. C'est-à-dire que un scieur ou un transformateur qui est formé pour produire du résineux en structure peut également le faire en peuplier. Mais ça ne fonctionne pas pour le peuplier. Voilà, la réglementation est défaillante. On voit là très rapidement ces petites images-là, c'est la manière dont on classe mécaniquement les bois. Alors on regarde une planche et le principal critère, ça va être la nodosité, la présence ou l'absence de nœuds. Alors schématiquement, moins il y a de nœuds, plus le bois est résistant, plus il y a de nœuds, moins c'est bon. Voilà, il y a la nodosité et aussi le sens du fil du bois et la taille des cernes. Mais principalement, c'est la présence de nœuds. Donc le résineux, on le classe comme ça, le peuplier, on a le droit de le classer comme ça, mais il ne faut pas le faire. Voilà. Quand on utilise du peuplier en structure, nous, on les classe avec des machines. Donc, on vous a parlé tout à l'heure de l'homologation des machines de classement. Alors, la région de France, elle a participé à cette étude-là. On a une machine qu'on utilise qui a été homologuée dans cette étude-là. Et en fait, les machines de classement, elles appuient sur les planches. Voilà. Il y a 2 points d'appui qui sont à peu près 1,80 m de distance. On a un poids, enfin un vérin qui pousse au milieu, toujours avec la même force, et on mesure la déformation. Et si c'est plus ou moins rigide, on attribue une classe de résistance mécanique. Alors,
Là, Emmanuel, je ne suis pas sûr qu'il ait vu cette machine-là. La première machine qu'on avait homologuée, voilà, c'était un prototype. Depuis, on en a fait construire une nouvelle que vous voyez ici sur l'écran, qui classe mécaniquement les planches en appuyant dessus et qui les marque. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la petite classe de résistance mécanique qu'on voit C24, voilà, qui marque la classe de résistance sur la planche. Voilà. Alors, cette machine-là, elle est faite pour amener d'autres scieurs à essayer d'utiliser le peuplier en structure. Donc, elle est amovible. Voilà. C'est pas une machine qui est faite pour aller dans une ligne de production, mais qui est faite pour tourner de scierie en scierie et montrer voilà, le potentiel structure des essences ou des transformateurs. Donc, elle est dans une remorque, elle est utilisable directement sur la remorque. Là, vous avez une petite image de la machine de classement. Pour structurer une offre de bois de structure, alors, on avait la chance, nous, d'avoir donc une réglementation qui nous le permettait. On a juste simplement, nous, dit qu'il fallait les classer avec une machine plutôt que de les classer avec des critères visuels, notamment la nodosité. Donc, toutes les planches qu'on utilise en structure, elles sont classées par ces machines-là. Et pour pouvoir le développer plus facilement sur le marché, on a proposé exactement les mêmes produits qui sont utilisés en construction bois. Voilà. Donc en construction bois, on utilise des bois d'ossature, souvent d'épaisseur de 45 mm et majoritairement de 3 largeurs, en 95 mm de largeur, 145 mm et 220. Dans des classes de résistance qui sont, alors ça c'est pour ceux qui construisent, hein, C18 ou C24. C18, c'est le minimal qu'on utilise en construction, voilà. Et C24, c'est des bois qui sont généralement plus utilisés en charpente. Donc, on utilise du bois pour construire donc ces sections-là, mais assez peu au final de bois massif en peuplier parce que nous, on a des unités de transformation. On a très peu de scieurs en région de France. On n'est pas une région très boisée, ça je ne vous l'ai pas dit, mais on est une des régions les moins boisées de France. Donc, on n'a pas non plus beaucoup de scieurs. On a plutôt des petites unités de transformation qui sont spécialisées dans la palette, donc ils font des bois relativement courts, 2,50 m, 3 mètres. Et en structure, on est beaucoup plus habitué à travailler à partir de longueur de 4 mètres, 4,50 m, 5 mètres, 5,50 m en bois massif. Donc, nous, on a directement proposé des bois massifs aboutés. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on le voit, c'est la première ligne sur les petits schémas à gauche. C'est simplement des bois d'ossature de longueur assez courte qui sont après collés les uns derrière les autres pour reconstituer des grandes barres de 4 à 12 mètres de long. Voilà. C'est ça, c'est vraiment les produits qui sont le plus utilisés en structure, donc du bois massif abouté. Et puis après, la construction bois, aujourd'hui, elle utilise aussi beaucoup de bois lamellé collé. Tout à l'heure, Emmanuel vous présentait les produits de transformation collés. C'est de ça dont on parle, hein. Les bois lamellés collés de peuplier qu'on propose également, donc dans les mêmes classes de résistance que celles qu'on va trouver sur le résineux, GL20, GL24. Voilà. C'est des bois, bien sûr, qui sont certifiés, qui ont été les producteurs qui sont présents en région que je vous présenterai sont, leur production est testée par le FCBA et certifiée, évidemment. Voilà. Une petite image de bois de structure en peuplier. Alors là, on est sur du bois lamellé collé. Voilà. Et alors, c'est pas, vous voyez, juste, je reviens légèrement en arrière, mais on a des sections qui sont les standards qui existent en feuillu et en résineux, mais voilà, qui sont quand même limités. On a moins le choix quand on construit en peuplier de section que quand on construit en résineux. Donc nous, à chaque fois qu'on accompagne des projets de construction bois en région, on est vigilant qu'en phase de conception, on construise bien avec les sections qui sont disponibles en peuplier. Donc, quand on construit et qu'on veut construire souvent en bois local, on a une phase d'étude en amont qui est beaucoup plus poussée et qui est nécessaire. Alors, je vous ai juste mis un des bureaux d'études structure avec lesquels on travaille régulièrement, ça c'est en phase consultation, donc on a quasiment des plans d'exécution avec les sections, les classes de résistance mécanique, les épaisseurs, ainsi de suite, qui sont faites précisément pour qu'elles soient disponibles en peuplier. Donc ça, c'est très important de faire ce travail d'études en amont pour favoriser l'utilisation des essences de bois local. On a 2 fournisseurs qui sont référencés en région sur les produits de structure que vous trouvez là. Donc, il y a FCB Charpente qui produit du bois massif abouté et du bois lamellé collé. Et on a la plateforme Bois des Hauts-de-France qui est une SKIC. Quand Thibaut parlait de la plateforme bois tout à l'heure, c'est cet outil-là, donc qui est une société collective d'intérêt. Alors, ça, à chaque fois, j'oublie, mais c'est une société, un SKIC. Ça veut dire quoi, SKIC? Société commerciale d'intérêt coopérative d'intérêt collectif,
Et dans cette SCIC-là, on retrouve une coopérative forestière, des scieurs et un charpentier. Voilà. Alors pourquoi on a, nous, accompagné la création de cette SCIC-là? Simplement parce que je vous ai parlé tout à l'heure des temps de transformation du peuplier et des temps de séchage. Ils sont beaucoup plus longs. Et pour faire du peuplier, il faut le laisser sécher quasiment à l'air, en tout cas en l'état actuel des connaissances, 4, 5, 6 mois à l'air libre on appelle ça du réessuyage naturel, pour le faire baisser en humidité. Et supporter ces stocks-là pour des petites structures, c'était pas possible. Donc on a été obligé de les grouper et de trouver un outil quelque part économique pour supporter ce stock de bois en cours de séchage et garantir un approvisionnement dans des délais qui soient raisonnables. Quand on a un charpentier qui commande du bois, on peut pas lui dire bah attends, il faut que je le coupe et dans 8 mois ou 10 mois tu auras ton bois. Donc la SCIC, elle permet d'anticiper un gros volume de bois en séchage pour pouvoir approvisionner le marché en bois de structure. Elle garantit également le classement mécanique par machine et elle développe aussi une marque qui porte un peu les valeurs de la SCIC au niveau local, durable, sur une zone d'approvisionnement qui est maîtrisée. Et la marque qui est développée par cette SCIC qui s'appelle Plateforme Bois des Hauts-de-France, c'est Avivio. Voilà, vous retrouverez le site sur internet avivio.fr. Et je vais terminer en vous montrant quelques chantiers qui datent maintenant en région de France. Alors le plus ancien, alors des poutres treillis, parce qu'au départ on ne savait pas abouter les bois, on n'était pas certifié pour le faire, donc des poutres treillis avec des bois classés bien sûr mécaniquement par machine, mais de petites longueurs pour reconstituer de grandes longueurs avec ces treillis-là. Donc ça c'est une salle à côté de Lille. Après, on a su abouter des bois, donc on a pu faire des chantiers un peu plus gros. Là, on est sur un stade à étapes. Alors ce chantier-là, il est fait aussi pour montrer les performances mécaniques du peuplier quand il est bien classé mécaniquement. C'était toujours le doute pour les maîtres d'ouvrage publics, notamment, c'est-à-dire est-ce que ça va tenir, tout ça. Donc on a fait des ouvrages sur lesquels ils étaient extrêmement sollicités. Donc ça, c'est un stade de foot avec un porte-à-faux de 6 mètres et en bord de mer. Là, on est vraiment à Étaples-sur-Mer, donc avec une zone très venteuse. Et il est fait, on parlait tout à l'heure de l'étudiant de la Villette qui faisait des planchers en lame alternée. Là, c'est de la lame alternée clouée de bois à-bouté. Voilà. Après, une multitude de bâtiments. Ça, on est sur une médiathèque à Givenchy en Goële, avec du peuplier en lamellé collé, mais également du hêtre. Voilà. Et ça, c'est les derniers chantiers qu'on a livrés pour une entreprise privée. Donc ça, c'est du poteau-poutre peuplier à l'intérieur pour une entreprise qui fait des plants de pommes de terre. Alors, on voit qu'on est sur des bois qui sont très blancs, très peu noueux. La grande différence, ça vous le verrez avec la présentation du projet de Germain, mais on est sur des bois qui ont une qualité visuelle vraiment très importante et en poteau-poutre visible, c'est vraiment très apprécié. Le siège social de l'entreprise Boulanger, voilà. Je pense que vous connaissez un spécialiste de l'électroménager qui est en poteau-poutre peuplier, qui est en région de Lille. Voilà. Et un des derniers chantiers qu'on a accompagné, là, on est sur le chantier qui est frontalier au Grand Est, à Croûte-sur-Marne, en Champagne, encore en région de France, mais vraiment au pied de la Marne, tout en poteau-poutre, un peu côté japonisant, en bois empilé, en peuplier structure, voilà, Champagne, Bourgeois-Diaz, qui est tout en structure peuplier, bardage châtaignier de région. Voilà, très beau projet en bois visible. Alors, on est vraiment là dans l'utilisation du peuplier, voilà, en poteau-poutre visible. On pense que c'est comme ça qu'il sera utilisé parce qu'en coût de transformation, on a vu tout ce qu'il fallait faire pour le transformer. On est quand même sur des coûts qui sont bien différents des bois résineux. Et vous retrouverez toutes les publications sur les chantiers en bois locaux qu'on accompagne en France sur notre site internet. Alors, sous de forme de plaquettes que vous trouvez ici. Et toutes ces ressources-là, vous les trouvez sur notre site internet et également les vidéos. Voilà. Donc je vous ai mis là une petite image de notre source, de notre site internet. Et sur la droite, vous avez un petit onglet ressources et vous pouvez sélectionner construction vidéo. Et là, vous verrez les vidéos de tous les projets dont je vous ai parlé et puis des projets aussi de Germain qui sont disponibles sur notre site internet. Voilà pour moi. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. Hugues, je te laisse la parole si tu as des questions. Oui, alors pour l'instant, pas de questions sur cette présentation-là. On avait eu une question de Madame Bouvet, de l'atelier Bouvet,
Donc, sur la présence ou non, enfin, de connaître les listes des scieries qui proposent du peuplier pour la construction. Et donc, je l'ai orienté vers l'annuaire des produits bois et vers l'annuaire du site peuplier de France également. Alors juste, par rapport à ça, il faut vraiment être très vigilant sur le fait qu'il soit bien classé avec des machines. Voilà, le classement visuel, même s'il est réglementaire, et c'est ça un peu qui nous fait, enfin, voilà, qui est compliqué avec le peuplier, c'est qu'il faut bien demander à ce qu'il soit classé par des machines de classement, parce que le classement visuel, même s'il est réglementaire, il fonctionne très mal. Merci pour ce complément. N'hésitez toujours pas, hein, si vous avez des questions. Voilà, bien sûr, vous avez jusqu'à la fin du webinaire, mais on fait des petites sessions régulières pour vous permettre aussi de vous exprimer et d'avoir vos réponses. Merci Thomas. Écoutez, je vous propose de continuer alors s'il n'y a pas de questions outre mesure. Monsieur Pluvina, je vais vous laisser la parole pour nous parler justement d'un des projets à structure peuplier que vous avez mis en œuvre. Voilà, on vous voit bien à l'écran. Vous pouvez tester le partage si vous voulez, pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de problème technique. Voilà, C'est bon. vous voyez ma présentation? Parfait, oui. Merci. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je me présente Germain Pluvinage, bureau FASB Architecte. Je vais vous présenter le projet de la halle communale de Chemy. Alors peut-être juste pour commencer, dire que nous, à l'agence, il y a des sujets qui nous intéressent beaucoup. Il y a la question de la matière, voilà, qui est un sujet qu'on prend toujours un peu à bras-le-corps à l'agence dans nos projets, savoir comment est-ce qu'on construit les choses, quelle est la bonne matière au bon endroit en fonction des efforts qui la traversent. Donc la matière entraîne la structure, donc on parle aussi beaucoup de géométrie et de vivant sur la question des usages. Donc notre production, elle est assez variée. On travaille sur des équipements, beaucoup d'équipements publics, des réhabilitations, des constructions neuves, de la salle de sport, du petit musée, de la médiathèque. Voilà. Et on n'a pas d'a priori esthétique sur nos projets, hein. Chaque projet donne lieu à une réflexion liée au programme et au lieu. Donc on en vient à la salle de Chemy. Le programme de cette salle, voilà, donc Chemy, c'est une petite commune de 800 habitants. Il était question d'y faire une salle, et donc avec un programme multiple, une salle de fête, une cantine scolaire et un espace associatif. Donc on voit à l'écran Chemy dans les années 50, avec à gauche le centre de Chemy, un lieu-dit Ouachemy ici à droite, et la future projet qui se retrouve finalement au centre de ces deux centres-bourgs qui sont réunis dans la commune de Chemy. Voilà, ici on a donc la localisation de la halle. Donc la halle, la salle se retrouve finalement dans un chapelet d'équipements. C'est là où on a le gymnase, on voit ici à l'arrière de l'écran, la médiathèque, et un peu plus loin on a l'école. Au premier plan, vous voyez le site qui était dévolu au projet. Aussi parler des villages, mais je pense que tout le monde ici autour de l'écran connaît un peu les villages, les communes du nord de la France. Voilà, on est sur un tissu qui est assez homogène, avec des bâtiments qui sont des bâtiments rectangulaires coiffés d'une toiture à deux pentes, et ça fait la maison individuelle, parfois indépendante, parfois accolée, mitoyenne, et de temps en temps, cette géométrie s'étire pour former une longère et accueillir un équipement public. Donc, on a travaillé autour de ça. Peut-être pour le projet. Donc, en fait, la question, c'était l'insertion du projet. Enfin, c'est comme ça qu'on a gagné le concours. On est 5 concours publics. On avait trois offres. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de placer la salle, l'équipement à l'arrière de la parcelle. Donc, on a ici, effectivement, si vous voyez ma souris, donc le gymnase, l'école et ici la médiathèque. Et en fait, plutôt que de s'implanter ici en fond de la rue, on a décidé plutôt de s'implanter à la fond de la parcelle, qui permet de dessiner des espaces publics. Un premier est la cour carrée ici, qui met en relation le gymnase et la médiathèque, et dialoguer avec le champ et l'horizon à l'arrière. Donc c'est ce qu'on voit ici, avec effectivement la cour carrée qui est dessinée. Et là, on a le site, on voit donc avant le projet, avant qu'on s'implante, et on voit effectivement l'horizon plein champ vers le nord. Et donc, en fait, notre projet, c'était vraiment ça, c'était de se dire qu'on se positionne entre les deux avec une longère et une grande transparence. Ici, on voit la coupe pour pouvoir être entre la cour carrée et le grand paysage.
Voilà, ça c'est l'image qu'on a rendue au moment du concours, donc avec le travail sur la longère, cette transparence, la cour, un travail sur effectivement la brique et la tuile qu'on retrouve à Cheny et dans les environs, ici l'image intérieure. Au moment où on a développé les études, donc on a gagné pour l'implantation, et c'est vrai que l'équipe qu'on avait en face, la mairie, Madame la maire, n'était pas très enthousiaste par le projet. Le début des études a été assez compliqué. On voyait qu'il y avait vraiment un manque d'adhésion et d'enthousiasme. Et puis à un moment donné, Madame le maire a dit qu'elle n'avait pas envie d'avoir un équipement qui était déjà hors du temps, vieux, à sa réception. Parce on avait construit les choses de manière assez traditionnelle. On avait effectivement une charpente de bois, mais le reste, on était en parpaing, béton, parpaing, briques, tout ça très traditionnel. On avait juste une charpente de bois. Et donc, quand on nous a dit ça, ça nous a un petit peu interrogé. On s'est dit, mais oui, elle n'a pas tort, elle a raison. Et on s'est réinterrogé sur la question de la matière, la manière de construire les choses. Et on a essayé de chercher en disant, tiens, est-ce qu'on ne peut pas trouver des matériaux locaux pour pouvoir construire ces bâtiments et avec une faible empreinte carbone. Et c'est là où on s'est tourné vers Fibois et la région, puisqu'il y avait un mécanisme de subvention qui permettait de subventionner la transition d'un projet construit de façon traditionnelle en construit avec du bois local, donc du peuplier local. Voilà. Et donc, on a travaillé ça, donc on a ramené ça sur le projet à partir de l'APD. On a mené de front 2 APD, un APD traditionnel et un APD avec du bois peuplier local. Et la différence de prix était prise en charge par la région. Et dès qu'on a proposé ça, on a emmené tout le monde, y compris la maîtrise d'ouvrage, à essayer de se cultiver sur cette question du bois local. Nous, à l'agence, on ne l'avait jamais fait. Et donc, on a été visiter des peupleraie, on a visité des scieries, des ateliers de transformation avec la maîtrise d'ouvrage pour essayer de s'acculturer et sur cette question de ce nouveau mode constructif. Et ça a été finalement vraiment le déclencheur de l'adhésion par la maîtrise d'ouvrage au projet. Et donc, ça a été assez fascinant pour nous. Et un projet qui était bon, avec une implantation assez chouette, un dessin peut-être un peu trop, comment dire, pas très contemporain. Ça a basculé dans un projet vraiment très différent et assez précurseur. Voilà. Donc, pour résumer, on est sur donc un bâtiment 100% en bois. Donc, on a juste une dalle béton et au-dessus, on est juste en bois avec la structure en peuplier donc local, des bardages, enfin des aménagements intérieurs, enfin les aménagements, des plaquages intérieurs aussi en contreplaqué peuplier, voilà, peuplier. Et on a des menuiseries parce que le fait qu'on ramène du peuplier a quand même modifié la manière dont Thomas en a parlé, la manière dont on dimensionne les ouvrages et les éléments. Voilà, donc là on retourne sur la coupe de la longère, voilà, avec finalement une implantation où on est au sud sur la cour carrée, la cour qui fait la transition entre le gymnase et la médiathèque, et à l'arrière le plein champ, plein nord. Donc l'idée c'était d'avoir un débord de toiture assez généreux qui permet de faire le haut vent entre l'intérieur et l'extérieur et de faire la protection au soleil pour avoir une salle qui est entièrement vitrée, sans protection solaire mobile, qui puisse avoir vraiment cette grande transparence qu'on souhaitait vers les champs qui existent encore avec la construction de la halle. Au niveau de la halle, ce qui nous intéressait, c'était que cette géométrie de double pente puisse profiter aussi à l'intérieur de la halle et donc se libérer finalement de la structure traditionnelle avec l'entrée, le poinçon, les contrefiches, les alvéoles. Voilà. Au début, on avait imaginé avec un G-bois de travailler sur un système de portique avec un tirant, et ça, la maîtrise d'ouvrage, elle, ça lui posait problème. Elle voulait vraiment qu'on puisse profiter de ce grand volume. Et donc, finalement, on est parti sur un système de portique avec des encastrements, encastrement au niveau à cet endroit-ci, entre le poteau et la balétrier, pour pouvoir éviter d'avoir ce tirant. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'était qu'il y avait une vraie difficulté, puisqu'on a une toiture qui est comme une salle de fête et qu'il y a la musique amplifiée, qu'il y a des habitations tout à côté, on a un complexe de toiture assez lourd pour faire le masse ressort masse, pour éviter qu'il y ait trop d'émergence. Donc, on avait plus la tuile qui ramène aussi beaucoup de poids. Voilà.
Donc là, ici, on a la vue de la salle qui est libérée, avec cette structure qui est entièrement libérée effectivement de tirants ou système de charpente traditionnel. Voilà. Et ici, on a donc le système avec les encastrements qu'on voit ici entre le poteau. Et on a des articulations, par contre, en pied et en rive haute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, fabriquer des encastrements dans du bois, c'est quand même pas très aisé. Donc, on a quand même en fait une rigidité qui est rotationnelle. Donc, on n'est pas sur un encastrement pur. Et on a profité de la géométrie, de la manière dont on a composé l'équipement pour pouvoir comment dire, stabiliser totalement l'équipement. Donc, on a effectivement profité des volumes des sanitaires ici et de la cuisine qui est là, qui eux sont rigides. Puisqu'on a ici des refends en CLT qui assurent le contreventement, et on a le diaphragme de la couverture qui permet de rapporter ses efforts vers ces contreventements perpendiculaires. Donc, on a finalement réussi à avoir une stabilité très forte, une stabilité de la halle. Voilà. Ici, on a le détail des encastrements entre les poteaux et les armétriers, donc avec ces systèmes on a un système de plaques métalliques qui est riveté de chaque côté, voilà, à la main. Donc là, ici, vous avez le système de la structure. Donc, on a ici les 5 fils et les 2 blocs qui assurent le contreventement de l'équipement. Voilà. Là, ici, vous voyez donc la vue avec donc le système la structure qui est laissée apparente, qu'on voit ici. Et on a un plus faux plafond qu'on est venu ramener avec des lames qui sont aussi en contreplaqué de peuplier qui assurent l'acoustique et qui permettent aussi de gérer, donc de dissimuler les systèmes d'éclairage et les différentes commandes du bâtiment. Voilà. Et ce contreplaqué se continue à l'extérieur pour avoir une vraiment continuité intérieur-extérieure au niveau du volant. Voilà, ici, on a la vue. Et là, ce que vous voyez, c'est effectivement la transparence qu'on a voulu absolument conserver. Donc, on a derrière nous la cour carrée. On voit effectivement cette façade qui est protégée par le haut vent naturel. Donc, on a presque 2 mètres de débord, ce qui fait qu'on n'a pas de protection solaire mobile et la possibilité d'avoir effectivement cette vue plein champ vers le nord qui est éclairée par le soleil. Voilà. Donc ça, ici, vous avez la transparence. Et donc maintenant, donc les vues du bâtiment, effectivement, où on voit toujours cette transparence. Par rapport à l'image du concours, vous avez vu, on a un petit peu modifié la question de la colorimétrie pour adoucir et aller un peu plus en harmonie avec la couleur du peuplier, qui est effectivement, comme l'a dit Thomas, extrêmement claire, presque blanche, avec peu de nœuds. Donc on a une matérialité avec une brique qui est beaucoup plus des tons paille beige qui s'harmonisent avec et une tuile aussi qui est passée de rouge à une tuile beaucoup plus marron grise. On voit ici la vue depuis le parking et la vue plein champ. Et peut-être un dernier mot sur des sujets aussi qui nous intéressent à l'agence, sur la question de la récupération des eaux, voilà, où on a toute une réflexion sur un chéneau qui est encastré, qui permet de récupérer les eaux et de les ramener à l'arrière dans une noue avec une infiltration naturelle en bordure de champ. Voilà. Et ici, un rappel de l'équipe avec qui on a travaillé ça. Donc, effectivement, on a parlé d'Ingé Bois et en entreprise, on avait Goudal Charpente qui a donc mis en œuvre cette charpente bois. Voilà. Un grand merci. Bravo pour le projet. Si ça suscite des questions, c'est le moment aussi. Hein. Voilà, profitez aussi de la présence des intervenants pour poser toutes vos questions hein, face à ces conceptions et ces aspects structurels peut-être assez innovants vis-à-vis de l'essence utilisée. Voilà. Luc, je te laisse la parole si tu as repéré des questions. Non, pour l'instant, pas de questions. Nos intervenants sont décidément très, très clairs. Alors, j'ai vu qu'une personne levait la main, mais donc on a conçu le webinaire de telle façon que c'est plus simple de s'exprimer par écrit. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions hein, dans la partie conversation ou la partie questions-réponses. Posez vos questions à l'écrit et je les transmettrai bien sûr aux intervenants concernés.
Bien, écoutez, pour pas créer trop d'inertie, ce que je vous propose, c'est peut-être d'avoir la 4e intervention et comme ça nous laissera le temps potentiellement pour 10 petites minutes de questions en fin de webinaire. Voilà, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Hugues, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, question de Fabrice Tressard. Quel type d'isolant en toiture? On est sur la fibre de bois. D'accord. On était entièrement des isolants biosourcés sur la totalité du bâtiment. Et on a un contexte de toiture assez lourd, puisqu'on a, alors je ne sais plus exactement, je pense que la coupe, elle est ici, mais on a fait le diaphragme est composé par, alors c'était pas du CLT, mais c'est 2 couches de panneaux rigides, ensuite on est isolant, et ensuite on a un panneau rigide pour faire le masse ressort masse. Bien, merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Merci Hugues, merci Monsieur Pluvinage. Je vais passer la parole à Sébastien Ramirez alors pour la dernière intervention, qui nous fait aussi l'amitié d'être présent aujourd'hui, voilà, qui va vous parler au niveau de son agence aussi très axée sur la frugalité et l'usage des matériaux locaux, donc de l'usage du peuplier, notamment en aménagement intérieur. Sébastien, je te remercie encore et puis je te laisse la parole. Merci. Alors, j'essaie juste de me connecter avec un autre ordi pour m'éloigner parce qu'on a une réunion qui vient de démarrer à côté de moi et vous risquez d'entendre plus de gens que moi. J'ai peur que ça nuise à la compréhension. Sauf que forcément, j'arrive pas à me connecter avec l'autre ordi. Hop là. Tu m'entends bien là? Enfin, vous m'entendez, ouais? On vous entend très bien, ouais. Ok, parfait. Attends, j'essaie juste de terminer ma connexion là. Peut-être pendant le temps que tu prends au niveau technique, là, je vois qu'il y a une intervention là. Hugues, je te laisse la relayer, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, oui, intervention des ateliers Valentin Bouvet. 80% des granges anciennes dans le département de l'Aube sont construites en peuplier massif. Il semble en grisard. Ce bois est-il encore existant dans nos forêts? Alors, moi, si je peux... Oui, Thomas, si tu veux répondre. Ouais, on trouve encore du grisard, effectivement, du grisard, du tremble, enfin ce genre de bois. Le grisard, on en classe, on en met en structure. Quand on en trouve, on l'utilise. Et effectivement, c'est un des cultivars qui est peut-être même le cultivar, enfin l'essence de peuplier qui est la plus résistante aujourd'hui mécaniquement quasiment. Voilà. Assez noueuse, assez compliquée à travailler, mais très très performante mécaniquement. Et même résistant, exposé aux intempéries. Bon, il n'a pas été caractérisé, mais il tient bien, même exposé en bardage, voilà. Même s'il n'est pas caractérisé aujourd'hui. Très bien, merci. Emmanuel, tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, simplement, effectivement, le grisard est une essence qui n'a pas été travaillée en France, c'est-à-dire que les cultivars de peuplier sont issus de sélections obtenues par hybridation, un petit peu comme on fait des rosiers. Et le grisard est resté entièrement, je dirais, n'a pas été cultivé, n'a pas été sélectionné. Et en plus, on n'en a jamais, comment dire, il n'a jamais été en France une essence prioritaire. Donc, non seulement il n'a pas été sélectionné, mais en plus, les grisards ont grandi dans des conditions pas forcément très appropriées pour qu'ils puissent se développer de manière très droite, avec peu de branches, etc. Mais effectivement, peut-être que ça fait partie des essences qui pourraient avoir un avenir un jour, si on s'en occupe. Une question. Quelles sont les variétés de peupliers qui sont les plus utilisées et comment favoriser les essences vertueuses pour l'environnement? Quel mélange mettriez-vous en avant pour améliorer la qualité écologique?
Emmanuel, tu souhaites répondre sur cette question-là? Oui. Alors, il y a deux réponses. Il y a quelles sont les variétés de peupliers qui sont les plus utilisées en construction. Et là, ça n'est pas moi qui vais vous répondre. On connaît les qualités des bois, mais comme l'a expliqué Thomas tout à l'heure, il faut vraiment classer avec les machines pour être sûr. Il y a aussi celles qui sont le plus plantées. Par exemple, le Coster est en tête des ventes de plants, donc qui sont mis en terre depuis plusieurs années. Voilà, donc tout ça, vous retrouverez sur ce type de questions très spécifiques les informations sur Peupliers de France, donc je ne vais pas y revenir, vous trouverez quelles sont les essences plantées, combien, etc. En ce qui concerne l'environnement, le peuplier en lui-même, même y compris ces cultivars, hein, donc des hybrides avec des obtenus avec pollinisation manuelle et reproduction par clonage, c'est-à-dire simplement bouturage, ne pose aucun problème pour l'environnement en soi. C'est plutôt l'optimisation des travaux qu'on fait dans les peupleraies qui est l'enjeu. C'est-à-dire que on incite depuis des années maintenant, même des décennies, les populiculteurs à respecter un espacement suffisant par rapport aux berges, lorsqu'il y a des berges à côté. On incite également à gérer la végétation qui peut venir parfois concurrencer les peupliers. Eh bien, on incite à une gestion qui soit vraiment optimisée, c'est-à-dire c'est pas la peine d'en faire trop, parce que c'est nuisible aussi bien pour le porte-monnaie que pour l'environnement. Donc c'est plutôt dans le juste dosage qu'on y fait. Et puis dans le nord-est, il y a quand même, Île-de-France, nord-est, il y a quand même beaucoup de peupleraies qui ne nécessitent pas d'entretien spécifique de la végétation après quelques années, une fois que les travaux sont terminés. Et donc on se retrouve avec des milieux extrêmement naturels. Et d'ailleurs avec des enjeux parfois environnementaux importants, puisque certains environnementalistes constatent que dans des peupleraies, on a une biodiversité remarquable et que certains voudraient les préserver. Dans d'autres peupleraies, c'est une biodiversité beaucoup plus ordinaire. Voilà, c'est vraiment Peuplier environnement. Moi, je vous invite à regarder toujours sur Peuplier de France le tutoriel vidéo sur le peuplier et l'environnement qui tente de faire le point sur ces aspects de la manière la plus juste possible. Maintenant, s'il y a des questions plus spécifiques, je pourrais essayer d'y répondre, même si ce n'est pas forcément peut-être pas l'endroit approprié. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. J'ai vu que Thomas avait complété sur la partie cultivar utilisée dans la construction. Donc voilà, je propose qu'on passe à la prochaine présentation, si c'est bon pour toi, Sébastien. Et puis de continuer la discussion et les questions dans la partie conversation. On pourrait y revenir si on a encore un peu de temps à la fin. Et j'ai vu qu'il y avait une main levée dans les participants. N'hésitez pas hein, à écrire dans la partie conversation. Voilà. Sébastien, tu es opérationnel vis-à-vis? C'est bon, je suis là. Parfait. Bah, on te laisse la main pour un petit quart d'heure, s'il te plaît. Ok, super. Alors déjà, je vous partage ça. Et là. Est-ce que vous voyez ce que je partage? Oui, c'est bon. Ouais, ok, super. Très bien. Alors, je fais une rapide présentation de l'agence. Nous, on est donc ainsi. On travaille beaucoup en réhabilitation dans des bâtiments qui ont toujours pas loin d'une 200aine d'années. Et on s'oriente beaucoup vers le bois pour deux raisons. La première est écologique. Forcément, on est dans une région qui abrite beaucoup de bois, beaucoup d'exploitation, donc on en profite. Et la deuxième est que le matériau est très léger. Et dans les vieux bâtiments, nous, ça nous arrange pas mal parce que la plupart du temps, dans les vieux bâtiments lorrains, en tout cas qui ont pas loin de 200 ans ou plus,
on n'a pas de fondation ou très peu. Et donc, quand on doit refaire des planchers, la solution bois nous intéresse largement parce qu'on ne recrée pas de surcharge dans les bâtiments et ça nous permet de ne pas avoir à faire de reprise en sous-œuvre qui mettent à mal tout de suite le budget du projet. Donc, sur le bois, on est on est très actif. En revanche, sur le peuplier, on commence à peine. Donc, ce que je vais vous montrer là, ce sont nos débuts. Et pour le moment, on l'a utilisé en contreplaqué. Donc voilà, le tout premier projet, là, c'était vraiment le tout premier test. Sébastien? Oui, pardon? Excuse-moi de t'interrompre. Juste avant d'attaquer le premier projet, je te propose de couper ta caméra parce que le débit Ok. doit pomper un petit peu sur la qualité du son. Ça marche. Hop. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, le premier projet, c'est tout simplement un cloisonnement en bois. On voulait, donc en contreplaqué peuplier. On voulait tenter. Donc là, vous voyez un peu hein, ce qui nous intéresse dans les anciens bâtiments, c'est de remontrer les matériaux existants dans la mesure où on peut le faire, et puis forcément d'améliorer thermiquement. Donc vous avez un plafond et un mur en plâtre. Alors c'était notre premier test en peuplier, donc on n'a pas osé tout faire hein, pour le moment. Donc là, vous avez de la pierre qui va rester apparente, une vieille poutre en chêne qui va rester apparente, et puis vous voyez ici le plancher en lamellédale d'épicéa qui est assez fin et qui nous permet de ne pas surcharger le bâtiment existant. Donc notre premier test en cloison, on a profité de la faire en ossature bois parce que la cloison était assez haute et on essaie au maximum nous, de virer le plâtre. Et le premier constat que l'on s'est fait finalement avec le peuplier, c'est que entre le petit échantillon qu'on avait reçu au départ et la mise en œuvre, on avait un certain nombre de teintes qui pouvaient apparaître dans le peuplier, qui sont très 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 variables. Là, bon, j'ai un peu zoomé là-dessus. Vous voyez, on a même un petit peu de bleu. Alors voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus le détail hein, dans cette mise en œuvre. Une mise en œuvre assez simple avec un joint creux. Vous voyez ici les marques de clous. Donc, on va rester dans la brutalité. On ne va pas chercher à les cacher. Et ici, on a carrément pris le parti de même pas protéger le peuplier. On est dans un projet particulier, un projet privé, donc on peut se permettre un petit peu plus de choses. Là, voilà, c'est la façon dont on traite aussi le glissement de la lumière. On a voulu faire quelques tests comme ça pour aider. Donc là, vous voyez, on a des contreplaqués qui sont très très doux, très uniformes, et puis d'autres juste en dessous qui sont vachement marqués avec une différence de teinte qui est assez impressionnante. Et puis sur cette image, c'est la même cloison, mais vue de l'autre côté. Là, carrément, on se demande si on n'a pas des plaques de chêne des fois. Donc ça déjà, ça nous a pas mal intéressé. Ça nous a aussi beaucoup interpellé. On s'est demandé si on pouvait un petit peu choisir les teintes de peuplier que l'on pouvait trouver, et s'il y avait des fabricants qui nous donnaient différentes matières. Au sol, ici, c'est bien entendu l'épicéa du lamellédale hein, qu'on voyait de l'autre côté. Encore une fois, on joue le jeu de la matière, on ponce, on vitrifie et on laisse comme ça. Le deuxième projet, donc là, c'est notre deuxième test en peuplier.
Ici, alors, dans le précédent, la pose est verticale. Dans celui-ci, la pose est horizontale pour des questions simplement de proportion. Là, c'est un... Alors, le projet précédent, c'était une maison individuelle. Ici, c'est l'appartement dédié d'un lama tibétain pour une association tibétaine. Donc ici, le gros problème, c'était on est dans un bâtiment qui est vraiment moche. Euh, un petit bloc de béton dans une banlieue de Metz, vraiment mal isolé, avec une effusivité horrible. On a tout le temps froid, même en été. Et donc là, pour l'association bouddhiste, on nous a demandé de proposer quelque chose de très tourné sur la matière aussi, d'assez chaleureux. Et donc, on est parti sur un projet tout bois, sauf au plafond. Comme je vous le disais, on y va par étapes, on y va tout doucement. Et ici, donc, on va voir dans les images suivantes que le contreplaqué peuplier a des grandes veinures, des grandes marbrures qui font carrément penser à des plaques d'albâtre ou des plaques de marbre. Ici, je vous ai mis simplement en phase chantier pour qu'on puisse se rendre compte de la mise en œuvre, en sachant que ici, forcément, on a un petit montant à l'étage supérieur. On a des montants à chaque fois pour une question de mise en œuvre, qu'on n'ait pas de vide entre le côté intérieur et puis le petit doublage. Voilà, là vous voyez le peuplier déroulé sur l'horizontalité. Alors peut-être que la prochaine fois on essaiera même de ranger les plaques pour qu'on ait carrément une continuité sur la totalité. Mais là, ouais, on a été assez surpris en allant cette fois chez le fournisseur. On a été surpris de trouver ces grandes marbrures et on a trié les plaques pour avoir ces grandes marbrures. Alors bon, vous imaginez un peu qu'on est fan de Miss Fandero et que du coup, la prochaine fois, on essaiera vraiment de les mettre l'une contre l'autre, d'essayer de faire un déployé complet pour aller à fond. Donc toujours le travail de la matérialité. Quand on met de la pierre, on met de la vraie pierre. Quand on met du bois, on met du vrai bois. Et à la fin, ça nous donne voilà, un grand espace avec un cloisonnement en bois, en épicéa. Et là, vous voyez la confrontation des trois matériaux, du chêne au sol, de l'épicéa pour les cloisons. Et tous les doublages extérieurs périphériques sont faits en peuplier. Alors, au niveau de la matière, c'est sympa, mais ça peut, là je parle vraiment pour ceux qui bossent avec les particuliers, ça peut surprendre d'avoir un peuplier aussi marbré. Donc, on a fait encore un dernier projet où là, on est allé à fond, mais le côté trop marbré était un petit peu trop lourd pour notre client. Bon, là, vous m'excuserez, ce ne sont pas du tout des photos professionnelles, hein, mais on a essayé là de faire un projet. Ah ouais, il y a même une poubelle qui traîne. Bon, c'est pas grave. On a essayé de faire un projet un peu total là, en peuplier. Ici, on a donc du mobilier qui est intégré dans une structure acier. Une cuisine aussi qui est faite tout en peuplier. Donc même les caissons hein, sont faits en peuplier. Il n'y a pas du tout de mélaminé. On avait une demande aussi assez forte de nos clients de ne pas avoir de mélaminé, de ne pas avoir de stratifié. Donc là, on est 100% contreplaqué peuplier, même les tablettes intérieures contreplaqué peuplier. Et puis, on est allé jusqu'au bout en faisant tous les parements intérieurs en contreplaqué peuplier. Donc là, vous voyez le parement voilà, tous les parements du salon. Donc là, c'est une maison qui est en ossature bois, isolée en paille. La structure est en épicéa et en douglas. Le parement extérieur est aussi en douglas brûlé.
Et à l'intérieur, en revanche, on a du contreplaqué peuplier qui, cette fois, vous le voyez, est vachement moins marqué. C'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus uniforme. Voilà, on voit encore une autre partie. Alors, on a quand même des variations. On a quand même réussi à vendre le fait que ça reste du bois. On ne peut pas faire du placo avec du bois. Et ici, donc, vous voyez l'aspect total en fait de ce matériau pour ce projet. Les murs, les plafonds, les remontées de Velux, tout a été fait en peuplier. Alors, au niveau de la finition, le tout premier projet a été fait, donc a été laissé brut. Le deuxième projet a été recouvert avec une huile de chez Blanchon. Et celui-ci, il a été recouvert avec une autre huile que je vais vous montrer après. Là, j'en profite juste. Voilà, ça, c'est le martyr qui a servi à couper toutes les plaques de cette maison. On nous a demandé de le conserver, de le mettre en valeur. Voilà, donc il fait partie aussi des murs. Donc là, l'huile qui a été utilisée pour protéger celui-ci, dans ce projet-là, c'est une huile dure de chez Ultra Nature, avec quand même un petit bémol, c'est que les huiles très naturelles jaunissent beaucoup le peuplier. Donc ça ne se voit pas très bien sur celui-ci, mais le peuplier là, dans la première application de l'huile, dans la première pièce, est ressorti très jauni, presque comme un CTBX finalement. Et dans le reste du projet, on a ajouté donc, de la même marque, hein, Ultra Nature, une charge blanche qui est faite à base d'argile blanche pour conserver l'aspect très clair du peuplier et en même temps pour qu'il ne devienne pas très jaune. Enfin, on arrive à maintenir la teinte naturelle avec cette huile. Voilà, j'ai fait très vite. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. On a le temps pour 2 minutes de questions si vous en avez. C'est le moment. Alors pour l'instant, pas de questions sur cette présentation, mais donc on a eu plusieurs questions qui ont été posées dans la conversation et qui ont trouvé réponse. Il y a une question qui, à ma connaissance, n'a pas eu de réponse. Quelle est la différence de tarif entre du bois d'ossature épicéa ou du bois d'ossature peuplier? Alors, enfin, aujourd'hui, les bois d'ossature peuplier, on va dire, pour du bois massif abouté, on va être un peu plus de 1 000 €, je pense, hein, du mètre cube. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Nous, on parle beaucoup en mètre cube. L'épicéa, vous allez le trouver aux alentours de 400. Donc, on est 2 fois plus cher hein, en bois d'ossature, voire un peu plus. Et c'est la même chose à peu près sur les bois de lamellé-collé. Hein, les bois lamellé-collé de peuplier, vous allez le trouver à 1 500 € du mètre cube. Voilà, ce qui est justifié parce qu'il est beaucoup plus long à travailler, il est difficile à classer mécaniquement. Voilà. Donc aujourd'hui, on est nous des toutes petites, enfin, je dis nous, les entreprises qui produisent en région de France sont de petites unités de transformation. Donc on est loin d'être industrialisé, hein, mais ce qui nous permet aussi de travailler sur des circuits courts, sur une ressource qui est à proximité. Voilà. Il y a des pistes pour améliorer les tarifs, voilà, d'optimisation, mais on ne sera jamais au prix de l'épicéa, ça c'est sûr. Merci Thomas. Non, pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Écoutez, dans l'attente, Thomas, oui, tu voulais rajouter? Oui, juste, nous on a fait des calculs justement pour mesurer l'incidence d'avoir un bois qui soit 2 à 3 fois plus cher sur le coût d'une construction. Quand on construit en poteau-poutre ou en ossature, on a au final on construit un squelette qui est rempli d'isolant, donc on n'a pas beaucoup de bois sur une construction bois. Donc le prix du matériau, au final, il a assez peu d'incidence sur le prix de la construction en elle-même. On peut mesurer le doublement du prix du bois, c'est peut-être 2-3% sur le coût total de la construction. Oui, merci pour la précision. Merci Thomas. On a une question pour Sébastien. On ne voyait pas les fixations. Quelles étaient-elles? Clous, vis?
D'une, c'est parce qu'elles sont super bien faites. C'était du clou sans tête, donc vraiment de la petite pointe. C'est clouté au scooter électrique. Et je crois que c'est tous les 15 cm ou 30 cm, je ne sais plus exactement. J'ai retrouvé ça. Et donc, ouais, on ne les voit pas. Il y a juste une toute petite astuce, c'est de mettre dans la pointe sans tête, on a quand même une toute petite tête avec un sens. Et quand on cloute, il faut mettre on va dire, le sens de la tête dans le sens du fil de bois. Ça permet d'éviter des micro-craquelures. Et à 30 cm, on ne la voit presque pas. Merci Sébastien. Et puis on a une autre question à laquelle on pourra répondre. Est-ce que c'est possible d'avoir le replay? Oui, bien sûr. Donc, là, il y aura un petit travail de recoupe, etc. Mais dès que tout sera prêt, il sera disponible sur le site de FIBO Grand Est, évidemment. Oui. Autre question. Avec les enjeux énergétiques européens, le peuplier a-t-il toute sa place, ou les épicéas et autres essences sont plus adaptés à la future demande? Je ne sais pas qui veut réagir à cette question. Emmanuel, Thomas? Moi, je veux bien. Enfin, voilà. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut tout faire en peuplier, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 130 essences dans nos forêts, on en utilise 3, 4, quoi. Voilà, et une principalement l'épicéa pour la structure. On va vers des forêts qui seront plus mixtes, parce qu'on va arrêter les monocultures, enfin voilà, pour des problèmes de résilience, de maladies, de tout ça, et puis d'avoir une forêt qui soit plus adaptée au changement climatique. Et donc, il faut savoir travailler une multitude d'essences. Donc, effectivement, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à travailler, mais environnementalement, il faut travailler beaucoup d'essences, voilà, pour aller puiser d'autres essences dans la forêt. Et on construit avec les bois les moins résistants. Donc, l'épicéa, le peuplier, mécaniquement, ils sont pas bons. Ils sont justifiés en structure, on peut le faire, mais du charme, du hêtre, du platane, du merisier, du tilleul, ils sont mécaniquement bien meilleurs. Donc, on saurait les utiliser aussi en structure. Voilà, il n'y a pas que ces essences-là. Merci. Autre question, je vais y répondre en partie et Emmanuel, tu me compléteras si tu le souhaites. Est-ce que le réchauffement climatique peut impacter le peuplier? Oui, évidemment, ça l'impactera. Après, donc le peuplier est plutôt inféodé aux stations fraîches à très humides. Il y a des stations sur lesquelles il ne peut pas être actuellement et sur lesquelles il pourra être demain avec ces changements climatiques. Et au contraire, il y a des endroits où il peut être aujourd'hui et où il ne pourra plus être demain. Donc voilà, il va être impacté, mais bon, il y aura toujours de la place pour le peuplier et pour d'autres essences également. Emmanuel, je ne sais pas si tu voulais compléter. Non, merci, c'est très clair, Hugues. Ce qu'on pense, c'est que si le peuplier commence à être sérieusement impacté, c'est que pour les autres essences, ce sera probablement très très mauvais, si je puis dire. Voilà. Ouais. Du fait, comme tu l'as expliqué, que le peuplier est naturellement dans des zones bien alimentées en eau. Et les seuls endroits où ça peut être difficile pour lui, c'est sur les endroits où le peuplier dépend exclusivement des précipitations. Donc si on a un décalage des précipitations qui serait moindre en période de végétation et plus importante en période hivernale, là, le peuplier ne sera plus à sa place dans ces endroits-là. Mais on est très optimiste. Merci Emmanuel. Alors très rapidement, pour les questions qui restent pour respecter le timing. Donc pour les fournisseurs, distributeurs en Champagne-Ardenne, oui, il en existe et je vous invite à aller sur le site de FIBO Grand Est
ou sur le site du CNP pour consulter l'annuaire des produits bois ou l'annuaire de Peupliers de France. Et vous pourrez les retrouver sur ces sites internet. On pourra également mettre les liens quand on mettra en ligne le webinaire. Et puis dernière question qu'on prendra. Est-ce que les cultivars pour la structure sont acceptés en zone Natura 2000 du Marais Poitevin? Alors Emmanuel a répondu. Voilà, je pense pas qu'il y ait de restrictions d'un point de vue des cultivars. Par contre, des fois, dans les documents d'objectifs Natura 2000, vous trouvez effectivement des restrictions sur le peuplier, mais ça ne concerne pas spécifiquement un cultivar, mais le peuplier en général. Donc, effectivement, avant de planter du peuplier, il faut toujours se renseigner. Et on a fait une cartographie interactive là-dessus en grand test que vous trouvez sur le site également, où vous pouvez voir la carte, la carte géographique hein, avec le cadastre et avec la zone, les zones de protection, donc, dont Natura 2000. Et avant de planter du peuplier, il faut toujours vérifier qu'on ne se trouve pas sur une zone qui puisse le restreindre. Voilà. Merci Hugues, merci à tous. Je vous propose de conclure pour ne pas être trop en retard. Simplement en remerciant l'ensemble de nos intervenants encore pour leur disponibilité et merci à vous participants d'avoir été là. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Pour rappel, donc, on vous tiendra au courant au second semestre. On vous proposera une journée de visite sur le terrain. Donc, on est en train de caler les interventions, probablement côté Champagne-Ardenne. Donc, on vous tient informé. On espère vous y voir. Le replay sera disponible ainsi que les diaporamas hein, si tout le monde est d'accord pour la diffusion. Si l'un ou l'autre intervenant ne souhaite pas diffuser, qu'il n'hésite pas à nous le dire. Donc, Thomas, je ne sais pas si tu souhaites faire un petit mot de conclusion aussi, comme tu étais partenaire. Non, je pense qu'on a vu un florilège de tout ce qu'on peut faire en peuplier. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. Voilà, écoutez, on ne vous retient pas plus longtemps. Merci encore à tous et puis on reste à votre écoute pour toute question que vous pourriez avoir. Donc, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.